commencé à me dire que, par savoir par où j'allais commencer cette histoire, j'ai hésité sur plusieurs points. J'ai failli commencer là, après plutôt là. Et ici, je me suis dit que c'était quand même remonté un peu trop loin et que comme je n'avais que 12 minutes, ça serait un peu compliqué. Donc en fait, j'ai préféré commencer ici. Donc ce livre, mon livre, je l'ai publié en 2015, juste après les élections. Il a été publié sur Amazon en janvier 2015 et en juin en Tunisie. C'est le premier livre qui a été publié en Tunisie grâce à une campagne de crowdfunding, ce qui signifie que j'ai quand même réussi à convaincre plein de gens que ce titre super optimiste, Journal d'une défaite, méritait d'être publié en Tunisie. Pour la petite histoire, j'ai été invité en septembre 2015 à Monaco à l'initiative d'une Tunisienne exceptionnelle qui s'appelle Leila Chiha, qui fait un travail remarquable au sein de son association pour l'amitié franco-monégasque, pour donner une conférence sur la situation politique en Tunisie. Et j'avais pu offrir ce livre à Eugénie Andrin, la chorégraphe de l'Opéra de Monte-Carlo, qui depuis en a fait une création et qui a été mis sur scène du coup qui a été mis sur scène au début de l'été dernier et qui fait une tournée et qui sera à Monaco en représentation le 1er décembre. Donc effectivement, il y a une pièce de danse chorégraphique qui est vraiment à couper le souffle, qui tourne autour de la révolution tunisienne en ce moment. Alors, ce livre, en fait, c'est un recueil de chroniques politiques que j'ai rédigé entre 2011 et 2013. En 2011, j'étais encore étudiant, je terminais un master d'études politiques à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, où officiellement, d'ailleurs, puisque c'était un master d'études politiques et qu'à l'époque, c'était pas tout à fait bien vu, j'avais une couverture, j'étais officiellement étudiant en langue à l'INALCO. Et le sujet de mon master était le système politique tunisien, et plus spécifiquement, le titre de ce master prévu du coup pour 2011 était l'étrange stabilité politique tunisienne sous Ben Ali. Tout un programme. Disons que les choses ont un peu changé dans les mois qui ont suivi, et heureusement d'ailleurs. Et vous imaginez du coup que j'ai vécu toutes les années suivantes avec énormément d'intérêt et de passion, comme je pense tout le monde ici et tous les Tunisiens en fait. Néanmoins, en 2015, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier ces textes, mon constat sur le politique était assez tranché et peu positif. C'est-à-dire que le constat était que le changement par le politique tarderait à arriver, qu'il faudrait beaucoup plus de temps que ce que l'on a pu s'imaginer au départ pour voir l'émergence d'une nouvelle classe politique qui pense au bien commun et non plus à ses intérêts privés, et que cela était forcément logique, vu que les modes de représentation qui ont été enfouis dans la conscience tunisienne pendant assez longtemps faisaient qu'il n'y avait pas de place pour autre chose que ce que nous vivons et voyons aujourd'hui depuis 2011. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que le changement n'est pas en train de se faire, que tout ce qui se passe n'est pas positif, et qu'il n'y a pas des moyens d'action. Sauf que ces moyens d'action-là, pour moi, étaient ailleurs. Et d'abord, il fallait aller sur le champ de ce que j'appelle la guerre des consciences, changer la manière de voir, de comprendre, de saisir le monde. Et ce livre était un peu, pour moi, une sorte de testament politique, un peu avant l'heure, vu mon âge, et en fait, mon peu d'accomplissement politique, mais néanmoins, passons. Au même moment, en vérité, une très chère amie à moi, Emmanuelle Eikem, tunisienne de cœur et de grand-mère, qui vit à Paris, femme de culture, et qui est la propriétaire par héritage de cette demeure absolument fantastique et formidable, dont il y aura d'autres clichés. Si vous voyez une belle maison, ce sera Dar Eikem, avait ce rêve depuis le début de la Révolution. Elle avait vu ça et compris ça, et qu'il fallait agir sur la culture, et voulait transformer sa maison à la riche histoire, en un havre pour pouvoir amorcer le changement par la culture. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Moi, en 2015, je vivais à Paris depuis 15 ans, où j'étais venu après mon bac. Je menais une carrière de journaliste que je débutais. J'étais journaliste économique, et malgré ma passion pour l'IT, et malgré le fait que j'étais au Nouvel Économiste, qui est un journal tout à fait prestigieux pour commencer une carrière, je commençais quand même à m'ennuyer un peu. Et j'ai donc suivi une formation un peu comme ça au management culturel pour compléter tout le reste, parce que je pense qu'il faut continuer à se former tout au long de sa vie à Tunis. Et à l'issue de cette formation, Emmanuelle m'a proposé en fait de cofonder avec elle une résidence d'artiste à Dar Eikem, et depuis j'en suis devenu le directeur opérationnel. Oui. Alors pour
pour faire ça, étant donné que je n'avais encore jamais fait ça, j'ai fait comme on fait à chaque fois quand on est un peu consciencieux et qu'on ne se repose pas sur le missel ou le Inch'Allah, j'ai fait mes devoirs. Donc j'ai lu énormément sur l'économie de la culture, sur les politiques culturelles ici et là, et sur les résidences d'artistes un peu partout dans le monde. Par la suite, j'ai aussi fait énormément d'entretiens avec beaucoup d'acteurs tunisiens de la culture, institutionnels ou privés. En fait, j'ai fait une analyse des besoins, en vérité, qui ne disait pas son nom. Et qui m'a mené à être invité à Polverigi, en Italie, dans la plus ancienne résidence d'artistes d'Europe, qui se trouve dans la région d'Ancona, où j'ai été hébergé par Velia Papa, qui est une des figures de la culture en Europe, qui est la fondatrice du prix de la fondation Roberto Cimetta, pour ceux qui connaissent, et qui m'a donc ouvert, et qui est donc directrice régionale de la culture d'Ancona, où elle gère toutes les institutions culturelles à Ancona, que ce soit l'opéra, les 2 théâtres, enfin, c'est quelqu'un d'assez actif sur la politique culturelle. Et elle m'a ouvert totalement son administration. Elle a demandé à tous ses cadres et à son personnel de m'ouvrir complètement, de me laisser poser toutes les questions. J'ai eu accès en fait à toute intelligence collective de cette structure, ce qui m'a permis en vrai d'avoir la possibilité de mettre à l'épreuve du réel tous les concepts que j'avais pu développer par les lectures pour ce que j'imaginais pouvoir faire en Tunisie sur ce secteur-là. Et quand je suis rentré, en décembre 2015, mon avocat et ami Omar Labed avait fini par combattre et réussir à créer l'association Darekem, ce qui n'a pas été une mince affaire. Et donc on était prêt à démarrer avec au cœur de l'activité 3 missions qui étaient là pour pallier les 3 défaillances les plus importantes qui se trouvent au cœur du secteur culturel tunisien, à savoir un manque d'infrastructures, de la création d'espaces de création et de production, une impossibilité de voyager pour les artistes qui en fait mène à une sécheresse dans les possibilités de collaboration et de coopération avec d'autres processus créatifs et d'autres opérateurs culturels dans le monde, et un manque flagrant et patent de formation continue pour les artistes professionnels. Dans le même temps, j'avais été contacté par une marque de vêtements un peu décalée qui avait pour ambition de faire sa prochaine campagne autour de la musique et voir pourquoi pas une résidence d'artistes. Vous l'aurez compris, il s'agissait de Lyoum, de Sofiane et de Claire. Et donc on s'est lancé dans cette aventure qui était la première, qui était en fait le prototype pour Darekem, de voir si le concept qu'on avait élaboré était fonctionnel et si malgré tout ce que nous avait dit tout le monde, si on enfermait des artistes dans cette villa de rêve en bord de mer, est-ce que réellement ils travailleraient? Parce qu'on sait tous que les artistes dans le fond, mais en fait non, ils sont restés, ils ont travaillé, on a transformé la maison en un studio mobile d'enregistrement. On a créé un EP de 4 titres, donc un album de 4 titres qui est disponible à l'écoute sur Internet à ce jour. Le résultat était réellement bon, artistiquement. Et on a pu, moi ce qui m'importait le plus en tant que directeur et fondateur de cette structure, c'était de prouver le point qui était quand on enferme des artistes ensemble, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils n'ont jamais travaillé ensemble. Il y avait un Français et 2 Tunisiens qui, en fait, les 3, Fred Métayer en haut, qui a une carrière exceptionnelle et qui continue, et Emna Jazir et Jihad Rmiri qui continuent leur carrière et qui continuent de travailler et qui gardent la mémoire de cette expérience comme une mémoire vraiment importante dans leur étape de construction, et pourtant ils étaient déjà artistes professionnels. Le seul problème qui restait toutefois, malgré le fait que mon prototype fonctionnait, c'était le modèle économique. C'est-à-dire que la maison et la demeure, pour aussi belle qu'elle soit, est très coûteuse, elle l'est encore. Et jusque-là, les outils de la coopération, que ce soit de la diplomatie culturelle, l'ensemble des outils financiers disponibles pour ce genre de choses, au départ, sont surtout des subventions et des aides publiques. Or, on se retrouve toujours limité dans la marge de manœuvre pour ces choses-là, et du coup, il fallait que je trouve une solution. Mais je n'avais pas forcément encore les moyens, parce que cette première expérience avait été financée sur les fonds propres d'Emmanuel et de moi, et on sait tous que sur le long terme, ce n'est pas viable. Il faut trouver un modèle économique fonctionnel rapidement. Donc, comme néanmoins on avait une programmation qui tenait la route, j'ai demandé à mon amie chanteuse Nawal Benkarayem, qui est aussi en train de commencer à bien percer en ce moment, de venir en échange de quelques jours de résidence. Elle voulait, elle et son compagnon algérien, qui sont en duo, ils voulaient en fait réadapter leur titre en acoustique. Je lui ai dit, viens, et en échange, est-ce que ça t'embête de nous offrir une soirée? Et on a fait une soirée de levée de fonds, ce que font tous les start-upers. Et en fait, j'ai toujours envisagé ce projet comme une start-up culturelle, en vérité.
Et donc on a fait une soirée de levée de fonds où on a présenté notre programmation, nos ambitions, en présentant aussi le fait qu'on s'orientait pour trouver des solutions... c'est pas possible. On s'orientait pour trouver des solutions économiques viables. Et bon, je remercie les 3 personnes qui nous ont fait confiance. Olfa Rambourg, Mehdi et Tito Houas, qui ont donc vu le potentiel de ce projet et qui nous ont donné de la marge. Aujourd'hui, à l'issue de notre première année d'activité, on entame la nouvelle saison. On a touché plus de 120 artistes professionnels. On a un budget d'à peu près 300 000 dinars. Et le modèle économique que j'ai fini par découvrir, trouver et mettre en place couvre aujourd'hui un tiers des charges totales du projet, ce qui en moins de 2 ans pour un projet culturel est absolument dingue. Et j'espère que d'ici 1 an, selon les projections qu'on a, ça devrait couvrir jusqu'à 2 tiers des charges. Donc voilà. Je vais très vite parce que ça c'est très important. Entre-temps en Tunisie, et c'est là le cœur de ce que je voulais dire surtout, la Tunisie a connu ces 2 dernières années plus de changements structurels sur le secteur de la culture que dans les 10 années précédentes. Entre la structuration d'acteurs privés, la Fondation Biat faisait partie de ceux desquels je voulais parler, les fondations Kamel Lazare et Olfa Rambourg, tout un ensemble d'autres acteurs privés. Il y a aussi le fait que depuis 2016, Mogherini, la haute représentante de l'Europe, a mis la Tunisie en première ligne de l'aide européenne pour la réussite de la transition. Ce qui nous a ouvert énormément d'aides, qu'elles soient financières ou politiques. Ça, plus la doctrine qui fait que la culture est un rempart contre le terrorisme, font qu'il y a un intérêt renouvelé et de nouvelles manières d'opérer sur le secteur qui peuvent en fait, et je pense que la Tunisie a aujourd'hui toutes les cartes en main pour assurer la métamorphose d'un secteur culturel qui est la lanterne rouge du pays en vérité en termes de développement, en des industries culturelles et créatives sur lesquelles je vais revenir après avec des chiffres qui vont peut-être vous étonner si vous n'êtes pas familier de ces chiffres-là, réellement efficientes et qui peuvent développer une économie inclusive sur l'ensemble du territoire. Europe Créative, c'est un projet européen communautaire dans lequel la Tunisie a été invitée à rentrer par l'Union européenne. J'ai eu un rôle de premier plan les 9 derniers mois pour promouvoir et faire rentrer, pour avancer sur le procédé de ratification. Aujourd'hui, les choses sont en train de se faire. Je vais être senior advisor auprès du ministère des Affaires culturelles tunisien détaché par la délégation de l'Union européenne pour la bonne mise en œuvre du programme. Donc là-dessus, on pourra en discuter après. Mais en 2 mots, c'est un programme d'innovation sociale culturelle sur la culture et par la pratique culturelle qui cherche à développer de nouveaux modèles économiques à travers la culture, l'économie de la culture. Il y a 2 jours, Business et Décision organisait son événement annuel qui s'appelle Pilotage et Performance à Tunis et ils ont invité Jean-Noël Tron, le président de la SAMSM, à s'exprimer sur les industries culturelles et créatives. Et il est revenu devant un parterre d'hommes d'entreprise, d'entrepreneurs tunisiens et de chefs d'entreprise sur des chiffres qui ne sont absolument pas connus généralement. Mais les industries culturelles et créatives en France, selon une étude EY de 2013, celle-ci c'est 2015, non c'était celle qui est sortie, oui c'est ça, 2015, selon des chiffres de 2011, est passée devant les industries automobiles avec un chiffre d'affaires annuel de 61,4 millions. Donc déjà, oui, pardon. Sur l'ensemble du monde, dans l'économie des industries culturelles et créatives sur le monde, vous pouvez voir les revenus mondiaux des industries culturelles et créatives. Alors pour donner une indication, le PIB de l'Inde, c'est 1900 milliards. Donc c'est devant le PIB de l'Inde et devant le secteur des télécoms mondiaux qui est à 1570 milliards. Ça représente près de 30 millions d'emplois dans le monde. Et pourtant, l'Afrique et le Moyen-Orient ne représentent que 3%. C'est-à-dire que la marge le potentiel de développement est absolument démentiel. Et d'ailleurs, les géants, je vais faire une rapide revue de presse, les géants des industries culturelles ne s'y trompent pas parce qu'ils sont déjà à l'attaque et à l'assaut de l'Afrique et de notre continent. À Abidjan, Sony Universal rivalise pour produire. Ça, la date, vous voyez, c'était en 2017, en mai 2017. Vivendi va bâtir des salles de spectacle, septembre 2015. Hop, ça c'est le site des salles de spectacle. Vivendi a développé un ensemble d'Olympia. Je ne sais pas si vous imaginez la somme qu'ils ont investie. C'est-à-dire que mon point est de dire que
il est plus que temps que nous nous saisissions de ce qu'ont compris les autres, à savoir que la créativité, c'est la nouvelle devise du monde, réellement. C'est là où ça se situe. Les industries culturelles et créatives, ce ne sont pas juste des saltimbanques, ce ne sont pas juste des artistes. C'est beaucoup plus que ça, et ça peut engendrer des économies. Je vous ai donné les chiffres qui sont absolument dingues. Et la Tunisie a vraiment plein de cartes à jouer. Elle les a toutes en main, on a les atouts, et je pense qu'il faut juste savoir les activer pour pouvoir faire de la Tunisie justement un hub qui soit nord-sud, sud-sud, sud-nord des industries culturelles et créatives. Et il y a réellement beaucoup à faire. Donc je vais m'arrêter presque là, parce qu'on me regarde méchamment dans la salle. Mais je vais lancer une vidéo qui... Attendez, pardon. Avant de la lancer, je vais juste... qui dure 1 minute. Et qui est en fait donc un peu un panorama de tout ce qui a été fait. C'est un montage avec l'ensemble des rushs qui ont été faits toute l'année dernière de toutes les activités de Darekem. Commenté par David Brown, qui a été danseur étoile dans la compagnie Martha Graham et qui est venu en Tunisie pour animer un workshop de danse contemporaine auprès de 30 artistes tunisiens pendant 3 semaines. Ça a été un gros truc. Et donc, c'est un peu le regard d'un New-Yorkais qui est dans la danse, qui a quand même été au plus haut de la danse. C'est-à-dire que danseur étoile de la compagnie Martha Graham, c'est vraiment quelque chose. Et c'est son commentaire sur ce qu'il a vu en Tunisie de cette expérience de 3 semaines. Il disait que c'était vraiment génial, la Tunisie, qu'il avait adoré ça. Et que non, en vérité, il disait, c'est dommage parce que c'est assez intéressant, mais il explique qu'il a vu un potentiel qui est absolument incroyable en termes de la jeune créativité et des pousses créatives. Voilà. Pour ceux qui lisent sur les lèvres, je pense que c'était très intéressant. Merci.